35 leçons en 35 ans, c'était ma fête la semaine passée et je voulais te faire une vidéo sur mes plus grandes leçons que j'ai appris dans les dernières années. Si t'es nouveau ici, je m'appelle Jacob Hamel, j'ai fondé des entreprises depuis 2013 dans l'industrie du fitness. J'ai généré plus de 7 millions dans les 5 dernières années et principalement avec ma compagnie de coaching fitness. Et ma mission, c'est de changer le monde du fitness francophone, d'aider chaque entraîneur à vivre sa vie de rêve à travers sa passion. Donc aujourd'hui, les sujets, ça va être business, ça va être professionnel, ça va être personnel, ça va être de relations, de marketing. Je vais passer plein de sujets. Ce n'est pas dans un ordre nécessairement, c'est plus comme je l'ai pensé. Donc la première leçon, c'est que les excellentes choses prennent du temps. C'est ce que j'ai réalisé à travers les années, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies dans le fitness, puis nous autres aussi on l'a vécu, que tu as l'impression que c'est un overnight success, que du jour au lendemain ça commence à fonctionner. Puis nous on a vécu ça comme 2018, 2019, 2020, 2021. C'est vraiment là que ça a scalé, mais j'ai parti à mon compte en 2013, j'ai parti Quantum Training en 2015, et ça a été beaucoup de travail de builder le brand et tout ça. Et je m'en rends compte aujourd'hui, ce matin, on vient de signer un client que ça faisait 3 ans que j'étais en relation avec cette personne-là. C'est un gros client pour nous autres, pour le mastermind, du sens qu'ils font déjà des bons revenus, ils ont déjà fait des mois à 200 000 de revenus. Comme c'est du monde des entrepreneurs qui en ont vu d'autres, qui ont des expériences et tout ça. Ça a pris 3 ans à conclure ce deal-là. Donc, toute bonne chose prend longtemps. Donc, si tu es nouveau à ton compte, si tu es entraîneur depuis quelques années, tu as l'impression que ça avance pas assez vite, c'est normal. C'est normal que ça n'aille pas vite. En fait, si ça va trop vite, souvent, ça crée plus de chaos puis ça nuit. J'ai jamais vu des compagnies aller extrêmement vite et que ça soit en santé puis qu'il y ait des bons résultats avec les clients puis ainsi de suite. Donc, les excellentes choses prennent du temps. Ça, c'est mon mantra des dernières années, faire mieux plutôt que de faire nouveau. Et j'étais l'expert à créer de la nouveauté. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais 3-4 business, puis que j'étais éparpillé partout, et que j'ai décidé juste de simplifier ma vie depuis 2 ans maintenant. Parce qu'en fait, ton énergie, ton focus, ton temps, ben c'est des ressources qui sont très limitées. L'argent, c'est illimité, on peut toujours en faire plus, mais pas le temps, pas l'énergie. Et que, au lieu de se dire, ben ok, mais je vais partir à un autre ticket offer, je vais partir à un autre offre, je vais partir à une autre affaire, un autre ci, un autre ça, la plupart du temps, la bonne solution, c'est de faire mieux ce qu'on fait déjà. Parce que c'est très dopaminergique, la nouveauté. Puis moi, les stratégies marketing, puis tout ça, j'aime ça, puis les affaires, mais je me rends compte qu'à cette heure, depuis octobre, on a la même stratégie en place. Je fais juste l'optimiser à toutes les semaines. Puis je trouve ça plate des fois. J'aimerais ça, comme j'ai tout le temps comme, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, mais après ça, je me ramène tout le temps à dire, ouais, mais si à la place de ça, j'améliore ce que je fais déjà, qu'est-ce que ça va faire? Même enfin au niveau du service, Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre taux d'attrition passe de 50% à 85%? Comment qu'on fait pour garder les gens en moyenne qui restent 8 mois chez nous? Comment qu'on peut mettre le lifetime value qu'ils restent chez nous pendant 24 mois? Donc, c'est tout déjà affaire que ça demande seulement de faire mieux plutôt que nouveau. Donc, c'est une bonne leçon que moi j'ai appris, que je vous suggère fortement. Troisième chose, les hobbies. Et avant, je voyais beaucoup la gestion de stress par la méditation, la relaxation, essayer de faire le vide, lire des livres et tout ça. Puis, je me suis rendu compte que ça m'aidait, mais que j'avais quand même du stress et de l'anxiété. Puis, parfois, là, je suis pas quelqu'un de stressé nécessairement, mais tu sais, j'avais des passes et tout ça. Puis, je me suis rendu compte que dans le fond, souvent quand je suis stressé, ce n'est pas parce que je fais trop de choses, c'est que je fais pas assez d'affaires qui me font triper ou que j'aime. Puis j'adore ce que je fais, mon travail. À tous les jours, je me lève, je trouve ça malade ce que je fais. Par contre, des fois, c'est too much. Comme j'adore le chocolat, mais quand j'en mange trop, à un moment donné, je suis comme, je suis loadé, c'est too much. Fait que c'est la même chose avec ça. Et je me suis remis à faire des choses que je faisais quand j'étais plus jeune. Fait que là, peut-être 3-4 ans, je me suis racheté un snowboard. J'étais en faire, j'en fais. Cette année, je l'ai fait 3 fois. T'sais. Fait que là, je posais la semaine prochaine pour Je me suis dit une ride par mois. Fait que j'ai fait décembre, janvier, février. Puis là, je vais. C'est pas vrai. C'est ça. Pas décembre, je n'ai pas fait décembre. Janvier, février, mars, puis là je vais aller faire avril la semaine prochaine. Juste ça, c'est un plus. Après ça, j'ai recommencé à jouer de la guitare. Je n'ai moins joué cette année, mais pendant un bout, j'ai joué beaucoup quand j'étais jeune. J'ai été dans des bands, on a fait des petits shows, des affaires la même. Je me suis sûrement en jouer une couple d'années.
Après ça, la lecture, moi, je lisais beaucoup quand j'étais jeune, mais de la fiction, plus que ce qui est fantasy et tout ça. Fait que j'ai recommencé à lire ça, là, 2, 3, 4 ans. Ça m'a aidé à gérer mon stress. J'ai commencé à jouer des jeux de société, parce qu'à journée longue, depuis 3, 4 ans, depuis la pandémie, en fait, mon rôle dans l'entreprise, puis dans tout ce que je faisais, c'était surtout de faire du bureau, tu sais. Fait que d'être devant la caméra, d'être devant les écrans, toutes ces affaires-là. Et c'est ça, puis j'aimais gamer à des jeux vidéo quand j'étais jeune. Mais je suis tanné des écrans. Si j'ai besoin d'un break d'écran, fait que j'ai commencé à jouer à des jeux de société. Puis, je joue quand même assez souvent. Des fois les soirs, les week-ends, ainsi de suite. Ça nous permet aussi de passer du bon temps de qualité avec ma blonde, avec des amis, ainsi de suite. Donc, c'est quoi que j'ai mis de l'avant dans ma vie. Donc, c'est un paquet de petits hobbies comme ça que j'ai recommencé à faire. Tout à l'heure, j'ai joué une game de Mario Kart. J'avais 10 minutes dans ma journée. J'étais comme, moi, jouer une petite game de Mario Kart. Parce que c'est vraiment pas ça qui va empêcher ta croissance. Parce que si tu fais tout ce que tu as à faire, c'est pas 10 minutes de gaming qui va changer quelque chose. En tout cas, ça, c'est mes croyances maintenant. Quoi, je crois. Donc, la puissance des hobbies, c'est juste que pour moi, ça me fait du bien en tête. Puis, tu sais, on va faire du hiking. Plein d'autres affaires que c'est pas juste business dans ma vie. Parce qu'avant, j'avais tendance à genre travailler full intense. Puis après ça, partir en voyage à quelque part pendant 2-3 semaines puis déconnecter. Mais je me rendais compte que je me brûlais à fond. Puis là, après ça, je partais. Ça me prenait comme une semaine un peu mais décroché puis dans le beat. Puis là, je revenais puis c'est comme... j'aimais quand même ça, mais je trouvais que c'était un peu trop intense. Fait que là, je pars un peu moins. Puis j'ai moins le goût de partir parce que je fais le plus d'affaires que j'aime durant ma semaine. Fait que... moi, c'est un apprentissage. C'est cool que présentement, c'est peut-être dans la saison de ma vie que je suis que j'aime mieux ça. De cette façon-là. Encore là, au point où est-ce que ça va faire 12 ans et demi là, que je suis entrepreneur. Je suis rendu là. Mais je suis convaincu que j'aurais pu faire ça plus tôt puis que ça aurait juste aidé parce que j'aurais pu plus de clarté mentale, moins de stress, plus de bonnes idées aussi. Des fois, je marche dans le bois puis là, si j'ai une idée, c'est bon, on va faire ça. Fait que... pour moi, ça a vraiment aidé. Puis ça va avec le point numéro 4, qui est la hustle culture. Toujours travailler plus d'heures. Puis je suis un peu mitigé avec cette leçon-là parce que j'ai appris à travailler fort. Puis ça m'a amené du plus. Fait que j'ai de la misère à dire que c'est pas bon. Parce que je pense qu'il faut que tu travailles fort au début pour être capable de voir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, puis de voir ta capacité. J'ai fait des semaines de 80-90 heures. Je sais que je suis capable de le faire, puis je sais que dans les crunch time, je suis capable de le faire, puis j'ai pas de stress à le faire si c'est besoin. Mais à ce temps, je veux m'assurer le moins possible que j'ai besoin de faire ça. Puis, je me rends compte que puis aussi avec l'avenue de ma fille, c'est que j'ai moins de temps. En fait, pas j'ai moins de temps, je veux prendre moins de temps. Puis je veux être plus présent avec elle le matin, puis le soir. Puis des fois dans le jour aussi, s'il y a besoin. Mais de travailler plus intelligemment, ça m'a forcé à travailler plus intelligemment, en fait. De m'assurer que les tâches que je fais ont un gros impact, puis que je suis à la bonne place dans l'entreprise, puis que je fais les actions qui avancent l'entreprise par rapport à mes forces. Fait que pour moi, mes forces, c'est de faire des vidéos de même, puis c'est de me faire connaître, c'est d'amener du monde à nous faire confiance dans le service, puis de m'assurer que ma portion d'opération, donc quand je coach les clients, quand je suis avec eux autres, m'assurer que le monde progresse bien. Mais le succès client, mais c'est pas de mon département. Ça, c'est le département à maths, puis il est excellent à faire ça. Fait que plus je me concentre là-dessus, ben plus mes actions dans la journée, ben si je passe 4 heures à faire de quoi que beaucoup de leviers dans ma chaise à moi d'entrepreneur, dans quoi je suis bon dans ma business, ben ça va faire une grosse différence. Plutôt que de faire des petites tâches qui n'ont aucun rapport juste parce que hustle culture, faut que je travaille 12 heures, tout ça. Fait que c'est un peu comme une leçon ou c'est aussi une prise de conscience, un peu un brainstorm que je fais présentement de dire comme peut-être que présentement où est-ce que tu es dans ta business, tu as juste besoin de devenir plus tough puis de travailler plus. Peut-être que tu as besoin de prendre un pas de recul puis te dire est-ce que je suis efficace dans le temps que je prends? Ou peut-être présentement tu as besoin de travailler plus intelligemment puis de tirer ses bons leviers plutôt que d'essayer de faire la méthode bazooka puis de tirer partout. Ou peut-être que même présentement tu as besoin de moins travailler, d'apprendre à mieux déléguer puis mieux développer les compétences et l'autonomie de ton équipe pour que tu puisses passer du temps dans tes forces, peu importe c'est quoi, que ce soit la vente, que ce soit le marketing, que ce soit whatever c'est quoi. Ensuite, ben en fait, c'est mon point 5, c'était de travailler fort. Parce que j'ai eu tout le temps une croyance qu'il fallait travailler fort pour bien réussir. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler plus intelligemment pour réussir. Puis à travers le temps, je me suis rendu compte qu'il faut travailler moins pour réussir. Puis pourquoi travailler moins? C'est parce que c'est de travailler sur les bonnes choses qui ont des gros leviers.
Après ça, par contre, si demain matin, je me dis, OK, aujourd'hui, on est on track pour faire un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires cette année, si je vais faire 10 millions cette année, c'est sûr qu'il va falloir que je travaille plus. Je n'aurai pas le choix de mettre le gaz dans le fond parce que je veux 10 fois mes résultats. Donc, c'est sûr que ça va être chaotique. C'est sûr qu'il va falloir que je travaille fort. Mais après ça, on peut aussi revenir à qu'est-ce que vous voulez. Puis je me demande, ben, est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour rendre là? Non. Pourquoi? Parce que je sais que je l'ai fait dans le passé. Je sais qu'est-ce que ça prend pour scaler à cette vitesse-là. Puis je suis pas prêt à le faire présentement dans ma saison de ma vie présentement. J'aime mieux avoir plus de contrôle sur ma compagnie présentement, avoir plus de clarté, puis qu'il n'y a pas personne qui soit ultra stressé dans notre compagnie parce qu'on a un bon pace, puis nos clients sont servis, puis on a des bonnes références, les gens sont satisfaits. Comme tout ça, ben, c'est que je sais qu'avec la croissance rapide, ça va péter un peu. Je suis pas prêt à ça. Mais ça m'a aidé dans le passé. Fait que ce que j'apprends aussi avec ça, ça me fait penser que c'est pas toutes les aujourd'hui, les leçons que je vous dis, c'est moi, après 12-13 ans d'entrepreneur, après avoir vendu ma première compagnie en 2015, après avoir fermé une compagnie, après avoir scalé 3 compagnies en même temps, faire 2,2 millions en une année, après avoir une équipe de 15 personnes, comme là maintenant, ça c'est mes leçons. Je vous invite à étudier le parcours d'une personne plutôt que présentement ce qu'elle fait. Parce que ça veut pas dire que vous n'êtes pas dans une passe où est-ce que cette année, ça va prendre des semaines de 80 heures. Puis c'est correct. Il faut juste savoir dans quelle phase on est et mettre nos attentes en conséquence. Je ne m'attends pas à faire 10 millions de chiffre d'affaires cette année. Puis ça n'arrivera pas parce que je sais que ça prend. Puis je ne vais pas le faire. Je suis pas prêt à le faire. Si on franchit nos objectifs et ça va bien mieux, fine, tant mieux. Mais je vais mettre mes attentes en conséquence. Fait que si on arrive à la fin de l'année, qu'on a franchi nos objectifs, qu'on a nos marges de profit qu'on va avoir, je vais être vraiment content. Parce que j'ai mis mes attentes en fonction, en même niveau que mes actions. Point numéro 6, le leadership, c'est le problème. Le leadership, c'est la solution. C'est une phrase que un de mes mentors, Bedros Keuilian, m'avait répété plusieurs fois. Quand vous gérez du staff, tout est votre responsabilité. Leur performance, leur façon d'être au travail et tout ça. Puis là, vous allez me dire, ben, ce matin, on parlait avec des membres dans notre mastermind. Un des coachs a trompé sa femme qui est cliente. Ça fait une grosse bisbille, ils sont dans une petite ville, c'est de la merde. Comme il faut qu'il y ait une mise à pied qui doit être faite pour X, Y raison. Est-ce qu'ils sont responsables de ce que la personne a fait dans sa vie privée? Ben non, mais ils sont responsables de la réaction. Parce que ce serait facile d'être comme, ah, mais non, on va le garder parce qu'on est dans la merde, parce que si. Mais ce n'est pas selon nos valeurs, ce n'est pas en ligne avec notre vision, ce n'est pas en ligne avec rien. On va prendre la décision difficile et c'est ça le leadership. C'est de prendre les décisions difficiles qui ont besoin d'être prises pour le bien de l'entreprise, le bien du staff, le bien des clients. Et si, parce que je pense que j'ai déjà compté dans une autre vidéo, un autre podcast, mais moi j'ai entendu mon père, quand j'étais plus jeune, dire souvent que les employés c'était de la merde. Parce qu'il y avait une compagnie d'excavation. Il y a tout le temps eu, il y avait une personne qui travaillait avec lui, des fois 2, il y a des fois des contrats qui en engageaient un petit peu plus, mais ça, il y a tout le temps resté ça assez petit, puis ligne, puis il était bien avec ça. Mais moi, cette pensée-là, que les employés c'est de la merde, était restée beaucoup. J'ai entendu dire ça, toute ma jeunesse, t'sais. Fait que là, arrivé quand j'engage mon premier employé, ben là, il fait pas ce que je veux. Il fait pas bien les affaires et tout ça. Fait que là, la première pensée qui me revient, c'est donc mettre la merde des employés, je devrais juste revenir tout seul, je devrais mettre le monde de bord, blablabla, blablabla, blablabla. Mais c'est une question de, j'étais-tu un bon manager, j'étais-tu un bon leader, est-ce que c'était clair, comme plein de choses qui font en sorte que faut toujours revenir à, est-ce que je suis un bon leader, un bon manager pour mon équipe, pour mon staff, et le leadership, c'est toujours le problème, le leadership, c'est toujours la solution. Point numéro 7, le leadership situationnel. C'est beau la théorie sur le management puis le leadership. Donc, théoriquement, dans le fond, ce que tu vas faire, tu vas engager un nouvel employé, tu vas faire une entrevue, tu vas avoir un bon fit de personnalité, tu as l'impression que ça concorde avec tes valeurs, avec la vision d'entreprise, tout ça, l'air sharp de personne. Tu commences avec. Première affaire, c'est qu'on va faire une formation. Après ça, on va aller faire, nous, ce qu'on appelait du shadow. Donc, la personne va venir avec nous. Par exemple, dans l'entraînement, mettons un coach, notre process, c'était, on te forme. Après ça, tu t'en viens dans le gym, tu vas faire du shadow avec les coachs. Tu vas regarder les coachs travailler, tu vas prendre des notes, on va te faire du feedback
après. Ensuite de ça, toi, tu vas prendre le lead et nous, on va regarder. Fait que nous, on va faire le shadow. On va pas te corriger de spot, on va te corriger. Après, on va prendre une petite demi-heure, on va te debrief. Après ça, on va être en support. Ça veut dire que là, on va te laisser aller, puis on va faire une évaluation peut-être mensuelle au début, puis après ça, trimestrielle sur les performances et comment ça va. Puis graduellement, mais là, de plus en plus, on se détache de la personne, puis elle fait ses affaires, puis on fait juste du quality control. Puis ça, c'est bien beau sur papier. Mais si demain matin, vous savez pas nager, puis je vous explique exactement comment nager, tu vas faire tel mouvement, tu vas faire telle affaire, quand tu vas sauter du tremplin, tu vas faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, tu t'en vas sur le gros tremplin à ta piscine municipale, tu sautes en bas, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas couler, right? Parce que tu l'as jamais fait. Et c'est exactement la même chose avec le management, le leadership. Tu dois en faire pour devenir meilleur. Tout simplement. En fait, moi, c'est ce que j'ai appris. Peut-être que je suis dans le champ. Parce que le leadership situationnel, c'est que tous ces concepts-là sont super bons. Mais ça dépend de la personne que tu as devant toi. Ça dépend de son niveau de compétence. Ça dépend de son niveau de compréhension. Ça dépend de sa vitesse de compréhension. Peut-être que vous comprenez tout ultra rapidement puis que vous trouvez que le monde va pas assez vite. Mais si vous avez quelqu'un qui apprend un petit peu moins vite ou d'une autre façon peut-être que vous, il faut que vous amélioriez votre façon de communiquer, tout simplement, et vous vous adaptiez, vous, à la personne. Je ne dis pas de vous diluer, mais je dis de vous adapter. Ça veut dire que il y a des gens qu'on peut être un petit peu plus direct, il y a des gens qu'on peut être un petit peu moins direct. Par contre, si vous êtes très rentre-dedans, que vous êtes sans filtre, ben ça va être très différent les personnes qui peuvent travailler avec vous. Fait que ça se peut que le moins direct soit trop direct pour une personne. T'sais. Puis c'est correct, il ne faut pas vous dénaturer nécessairement. Mais il faut s'adapter à la situation. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à apprendre. Mais que maintenant, je m'assure que, first, on a un bon fit dans l'équipe. Puis, deuxièmement, d'adapter par rapport au niveau de compétence de la personne. Puis, donner un exemple, présentement, je coach quelqu'un qui fait des choses dans notre entreprise. Elle fait plein d'affaires. Mais là, j'ai besoin d'aide avec le setting. Éventuellement, on va engager quelqu'un là-dessus, mais c'est comme un genre d'entre-deux qu'on fait présentement. C'est pas dans ses compétences. Elle est super bonne dans plein d'affaires, mais de setting, elle n'a jamais fait. Fait que c'est sûr que je vais micromanager au début parce que elle sait pas comment faire. Fait que je vais faire plus de coaching, je vais faire plus de review, je vais passer le temps, je vais lui poser des questions, je vais m'assurer qu'elle comprenne. Je vais la coacher là, beaucoup au début. Tandis que, mettons que je veux un Excel, une affaire d'Excel, je dis, j'ai besoin de ça dans mon Excel. Hey, elle va te monter de quoi avec des formules à gauche, à droite, c'est plein d'affaires, puis elle est super bonne là-dedans. Mais ça, j'ai rien besoin de dire. J'ai juste besoin de dire, j'ai besoin de ça. T'es-tu capable de faire ça? Oui, parfait. Ou plein d'autres affaires qui est bonne à faire, mais... donc, le leadership situationnel, prendre ça en considération. Numéro 8, delegate and elevate. Quand tu délègues, tu dois t'élever au niveau de l'organigramme de l'entreprise. Donc, si tu délègues le coaching, j'en vois plein de faire ça, c'est la plus grosse erreur que je vois en délégation. Délègue le coaching, qui est... Toi, t'es coach, t'es bon parce que t'as de l'expérience, t'as des connaissances, puis les gens t'aiment. T'as bâti ton coaching, t'es rendu à 70-80 clients. Là, t'es comme, hey, merde, je suis dans la marge, j'ai trop de clients. Je fais quoi? J'engage un coach. Là, ils s'en vont avec quelqu'un que t'as formé rapidement parce que t'as pas de temps, qui a moins d'expérience, moins de connaissances, puis qu'il a peut-être pas les compétences humaines que t'as. Tu donnes tes précieux clients à ces gens-là. Qu'est-ce qui arrive? Ta compagnie se met à planter parce que les gens restent pas, ils ont pas assez de bons succès clients, ainsi de suite. Ça, c'est un excellent exemple que tu as délégué, mais tu t'es pas élevé. Ça veut dire que tu n'as pas pris le rôle de manager, de directeur des opérations, puis tu n'as pas coaché cette personne-là à 100%. À la place de ça, tu étais faire de l'admin ou du montage vidéo. Ce qui n'a aucun sens. On est resté plus bas même dans l'organigramme. T'sais. Donc, quand tu délègues, tu dois t'assurer de monter. Dans le fond, tu es un opérateur, donc dans le bas, si on veut, là, entre guillemets, c'est que tu opères les choses. Fait que si tu es un setter, comme moi, présentement, dans l'organigramme, c'est moi le setter. Okay? Même si je suis visionnaire en haut, mais je suis là, ma job aussi, c'est de faire le setting. Donc là, si je veux déléguer ça, mais je vais devenir le gérant du setter. Ou le formateur, dans mon cas, du setter. Donc, je vais m'élever au-dessus de ça pour former l'autre personne, pour éventuellement aussi m'élever, puis ainsi de suite. Donc, on doit toujours penser que quand on délègue quelque chose, on doit faire quelque chose qui est plus rentable pour l'entreprise ou qui aide la personne qu'on vient de rentrer à faire mieux sa job pour que graduellement, on fasse moins d'heures dans ce département-là pour faire d'autres choses qui ont plus d'impact dans la compagnie. Ce qui amène au point numéro 9, qui est le 5% de génie. Vous devriez trouver c'est quoi votre 5%? Là? Qu'est-ce que 5% que vous faites qui est vraiment, vraiment bon à l'intérieur de votre entreprise? Et potentiellement que la plupart du monde qui va écouter ça, c'est de coacher vos clients. Et c'est super bon. Mais faites plus de ça. Right? Fait que, essayez pas de déléguer cette portion-là. Déléguez tout autour. Nous, on a un client dans le mastermind. Il a 124 clients présentement. Il est tout seul avec une adjointe
qui fait une tonne d'affaires, puis un gars de vidéo. That's it. Il est capable de rouler ces affaires-là comme il faut. Il fait il fait une trentaine de mille par mois de revenus et il fait beaucoup de profit. Parce qu'il est extrêmement bon à faire ça. Est-ce qu'il va faire ça tout le temps? Mais éventuellement, peut-être qu'il va mettre du monde en place, tout ça. Mais présentement, c'est ça son 5% de génie. Fait qu'on va y aller là-dedans. Point numéro 10. Dans le livre Good to Great, il parle que ton entreprise, c'est un autobus. Et c'est toi qui décides, t'es chauffeur d'autobus, tu décides qui tu fais rentrer dans ton autobus et surtout à quelle position t'assis ton autobus. T'assis les gens dans ton autobus. Donc, pour quelqu'un rentre dans ton autobus, dans ton entreprise, tu vas engager du staff, il doit avoir un fit de vision, de mission et de valeur. Donc, pour moi, j'ai toujours préféré avoir un savoir-être qu'un savoir-faire. Si on a les deux, c'est le meilleur. Donc, quelqu'un qui fit vraiment dans tes valeurs, dans ta mission, dans ta vision, que tu as un bon fit de personnalité avec, puis un fit de personnalité pour le poste, et aussi que les compétences, là, c'est vraiment parfait. Donc, tu peux avoir quelqu'un que tu rentres dans l'entreprise. Mettons que tu engages, on va prendre un admin, quelqu'un qui fait de l'administration, et la personne est super structurée, super à ses affaires. Puis là, dans le fond, tu l'assis dans le banc d'administration, ça va super bien. Mais là, à un moment donné, tu as besoin d'aide pour, exemple, le setting, pour parler avec le monde sur tes réseaux sociaux. Là, tu te dis, hey, t'aimerais-tu ça faire ça? Ah, ben oui, parce que la personne est full engagée, puis qu'elle va dire, ah, ben oui, je vais le faire. Puis là, tu fais pas bien ta job, ce qu'on appelle le CVC. Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle a les capacités? Est-ce qu'elle sonne pas assez les affaires? Puis c'est correct au début. Et là, tu l'assis un peu dans une autre chaise. Et là, dans le fond, elle est pas bonne, la personne. Puis là, tu commences à être fâché, t'es comme, mais voyons, si là, elle commence à manquer de motivation, elle est moins sharp dans ses affaires, elle fait plein d'oublis. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, t'es comme, mais je pense qu'il va falloir que je la mette dehors. Mais le problème, c'est que tu l'as assis dans la mauvaise chaise. Puis dans ce livre-là, il parle que la pire chose que tu peux faire, c'est de mettre une bonne personne dans la mauvaise chaise. Parce que dans une job, on a besoin de se sentir compétent, engagé, puis énergisé. Si on n'a pas ces trois choses-là, ça va être extrêmement difficile d'être motivé à travailler et à faire bien notre travail. Et en tant que fondateur de l'entreprise, c'est normal que tu ne sois pas tout le temps engagé, c'est normal que tu ne sois pas tout le temps énergisé, c'est normal que tu ne te sentes pas tout le temps compétent. Ça, c'est sûr. Mais le plus possible, il faut être dans ces trois sphères-là, dans le fond, qui sont importantes, mais surtout ton staff, il faut qu'il soit là-dedans. Donc, l'autobus, pensez à ça. Votre business, c'est un autobus. Vous mettez les personnes à la place que vous voulez. Vous laissez les bonnes personnes rentrer. Mais faites attention de ne pas mettre une bonne personne qui file dans l'autobus dans le mauvais siège. Numéro 11, la puissance des meetings. Avant, je faisais pas de meeting. Après ça, j'en faisais trop. Après ça, je savais pas quoi faire dans les meetings. Puis je me suis rendu compte qu'avec le long, à longue, il y a vraiment une puissance dans les meetings quand ils sont bien faits. Donc, un petit framework qu'on utilise, c'est des victoires où j'aime ça qu'on partage un bon coup qu'un des membres de l'équipe a fait par rapport à une valeur. Dans notre cas, on a quatre valeurs qui commencent avec E, l'engagement, l'excellence, l'évolution puis l'expertise. Donc, exemple, je vais te dire, hey Matt, cette semaine, j'ai trouvé que tu as fait preuve d'engagement parce que t'as un client qui allait pas bien, tu lui as dit, hey, on peut-tu s'appeler, je t'appelle live là, je vais régler ton problème. Pour moi, ça, c'est de l'engagement. Donc, on fête un petit peu les victoires de chaque personne de même. Ensuite de ça, ben, on parle de c'est quoi l'ordre du jour? Y a-tu des affaires qui s'en viennent? Y a-tu des affaires qu'on a besoin de parler et tout ça? Puis qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine semaine, les prochains mois dans la compagnie? Puis après ça, juste des questions, savoir si que tout le monde est aligné. Puis de faire un tour de, ben, c'est quoi les to-do pour cette semaine? Est-ce qu'on est on track? Et ainsi de suite. Fait que ça, c'est comme le meeting de toute l'équipe. Puis, on fait aussi des meetings de leadership. Puis ça, si vous êtes solo, là, vous le faites vous-même, c'est, OK, ben, à tous les trimestres, on établit un plan de match pour le prochain trimestre dans le meeting de leadership qu'on va appeler. On va regarder où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Est-ce qu'on est on track ou off track avec les objectifs de KPI qu'on a, les data qu'on veut atteindre. Par exemple, tu dis, ben, on veut closer 50 clients dans le trimestre. On est rendu où par rapport à ça? C'est quoi les efforts qui sont déployés? C'est quoi les enjeux qu'on a présentement? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Ça, ce que ça permet, ces genres de meetings-là, c'est vraiment de s'assurer qu'on avance toujours dans la bonne direction puis qu'on travaille sur la bonne affaire. Parce que je suis convaincu que vous avez déjà vécu ça. Tu te mets à travailler sur quelque chose, puis là, tu travailles sur d'autres choses. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'envoyer cet email-là. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Puis finalement, à la fin de ta semaine, 2 semaines, 3 semaines, les projets que tu avais au début, ben, tu partais pour aller en Floride, tu es en direction de la Californie. Là. Tu t'en vas quand même au sud, mais peut-être pas dans la bonne direction, ou tu t'en vas au Nunavut en haut, puis... Fait que c'est très facile de se laisser distraire par tout ce qui se passe. Fait que ces meetings-là, c'est des meetings vraiment de momentum, de s'assurer qu'on s'en va toujours dans la bonne direction. Fait qu'il y a une grosse puissance à ça. Ensuite,
par rapport à ça aussi, point numéro 12, c'est les rocks trimestriels. Donc, j'aime bien appeler ça des quests, parce que j'aime bien, comme je disais, les jeux vidéo puis tout ça, puis les quêtes principales, puis t'as des quêtes secondaires, puis je trouve que ça fait plus, plus le fun de voir ça de même. Mais les quêtes principales, dans le fond, on peut en avoir 1 à 3 quêtes principales dans notre trimestre. C'est quoi qui ferait en sorte que notre trimestre serait une victoire, qu'on aurait avancé vers notre objectif? Exemple, nous, on avait notre grosse quête de janvier, février, mars, parce que le trimestre vient de terminer, c'était de mettre en place un CRM multifonction, donc site web, landing page, automatisation, booking de calendrier, bref, là, c'est un logiciel qu'on white label d'une autre compagnie. Puis qu'on met ça à tous nos membres de notre iTicket Mastermind. Mais ça a pris tout le trimestre de mettre ça en place, s'assurer que tout le monde est onboardé, s'assurer que tout était correct. Puis c'était comme ça le gros projet du trimestre. Fait qu'il y avait une seule quête, c'était ça. Il y avait des side quests. Il fallait rentrer des nouveaux clients, il fallait renouveler des clients. Comme il y avait les affaires, il fallait faire du contenu, il fallait faire ci, il fallait faire ça, blablabla. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que demain, on a notre meeting trimestriel, demain on se dit, on a atteint notre objectif du trimestre, c'est parce qu'on a réalisé ça. Ce qui fait en sorte que là, ça, c'est fini. Fait que le prochain trimestre, on va pouvoir passer à la prochaine étape de qu'est-ce qui nous approche de notre objectif annuel, notre objectif de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, notre mission ultime, et ainsi de suite. Ensuite, 13, money is in the follow-up. C'est une phrase qu'on entend souvent en vente. Mais j'ai vraiment réalisé dans les dernières années que des fois, là, ça prend aux gens 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans avant de venir vous voir. Des fois, c'est très, très long avant que quelqu'un, ce soit le bon moment pour lui de faire affaire avec vous. Puis c'est correct. C'est correct parce que présentement, je vous parle, peut-être que tu fais 1000$ par mois avec ton coaching, peut-être ça va bien, peut-être que tu es content, peut-être que tu n'as pas de problème. Ou que ton problème est tout petit. Peut-être que tu fais 10-15 000 par mois, tu es super satisfait avec ça, tu es comme, mais pourquoi j'irais me faire coacher, pourquoi je paierais 25-30 000 par année pour me faire coacher, pour passer au next step, whatever. Puis c'est correct, parce que on peut pas aider le monde qui n'a pas de problème. Comme moi, présentement, et je veux rien acheter de coaching, de mastermind, tout ça. Je viens de terminer un coaching, tout ça, puis je sais où je m'en vais, puis j'ai pas de problème. Le gap entre où est-ce que je suis, puis où est-ce que je vais aller, je sais que j'ai à faire. Puis je suis craqué pour le faire, puis c'est correct, j'ai pas besoin présentement. Mais potentiellement que dans 6 mois, je vais avoir besoin. En fait, c'est clair, si je n'ai pas besoin, c'est parce que j'ai pas atteint le prochain palier. Donc, il faut comprendre que on évolue tous comme personne, en tout cas j'espère. Puis, les besoins qu'on a changent à travers le temps. Fait que présentement, si il y a quelqu'un qui te suit sur Instagram, que présentement, c'est pas le bon moment de faire affaire avec toi, mais garde la relation, comme utilise des méthodes de nurturing, que ce soit du email marketing, que ce soit juste de faire du DM avec du monde qui t'ont déjà demandé de l'information, déjà un intérêt dans le passé. C'est ultra, ultra puissant. Le nombre de personnes qu'on a signées qui nous ont dit « Je vous suis depuis 1 an, 2 ans, 3 ans », comme c'est beaucoup, beaucoup de monde. Donc, de ne pas négliger la puissance du nurturing long terme. Numéro 14, le email marketing, c'est encore ultra puissant en 2025. Personnellement, là, j'ai envoyé 16 emails, je pense, le dernier mois. Je mets beaucoup d'attention sur le email marketing. Ça fonctionne bien, ça amène des leads, c'est bon pour le nurturing. Donc, je le dis depuis 5-10 ans. Email marketing, pas 10 ans, là, mais 5-6 ans. Je fais du email marketing depuis 5-6 ans. Ça marche. C'est pas long à faire. C'est un skill set super important. Puis, le monde, on est habitué d'acheter par email beaucoup plus que ces réseaux sociaux. Fait que c'est juste une autre méthode. Mais moi, je suis all-in sur le email marketing là, pour les prochaines années. Numéro 15, la puissance du personal brand. C'était vrai en 2015, ça l'est encore plus aujourd'hui. Votre brand personnel, vous devez absolument vous mettre de l'avant sur les réseaux sociaux puis de bâtir un brand autour de qui vous êtes. Vous n'avez pas idée comment ça peut changer votre vie puis comment ça peut vous aider à progresser plus vite. Puis là, je sais, peut-être fâché du monde. Ouais, mais je suis gêné de faire des vidéos. Ouais, mais je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, blablabla. Ben, tu sais, après ça, je comprends que c'est pas facile. Je peux comprendre. J'étais ultra stressé les premières vidéos. Les premières vidéos que j'ai filmées en 2016, je pense, je n'ai filmé genre une trentaine. J'ai jamais posté parce que je trouvais que c'était de la merde. Mais pas grave, je n'ai fait d'autres. Puis à un moment donné, j'étais un peu meilleur, puis un peu meilleur, puis un peu meilleur, puis un peu meilleur. Puis je focus toujours à me dire comment je peux aider le monde qui écoute la vidéo. Je suis pas à l'aise, là. Je suis tout seul dans mon bureau. Il est 4 heures. Je suis là de parler à la caméra tout seul. Puis c'est weird. Mais c'est pas grave.
C'est quoi mon intention? C'est de vous aider à apprendre de ces leçons-là, d'appliquer ça dans votre vie, puis potentiellement, si à un moment donné, il y a un besoin que vous voulez vous faire aider, que ce soit dans notre entrée de gamme avec le Quantum Grow qui est beaucoup moins dispendieux, ou notre high ticket qui est pour les gens qui font 10 000 et plus par mois, si à un moment donné, vous avez besoin de quelque chose là-dedans, d'aide avec scaler votre business, ben potentiellement que vous allez dire, ben je pourrais peut-être aller voir Jacob, ou je pourrais peut-être checker qu'est-ce qu'ils font. Donc, le personal brand, c'est juste un véhicule pour vous faire connaître, mais c'est lui qui est le plus facile présentement. Ça coûte rien faire des vidéos sur Instagram. Là, vous allez me dire, j'ai besoin d'une caméra, j'ai besoin de ci. Ben non, tu pognes ton cellulaire, tu filmes, tu postes. OK? Tu peux avoir Submagic qui coûte 50$ par mois, qui fait des sous-titres automatiques. Mais si vous n'êtes pas capable de trouver une bonne solution à chaque problème que vous avez, puis vous êtes juste constamment dans le problème, ouais, mais je peux pas, parce que si, ouais, mais moi je suis gêné, mais j'ai jamais été de bon devant la caméra. Ben, je vous dis ça avec tout amour, mais vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir si vous êtes dans ce mindset-là, puis vous allez constamment rester dans la situation que vous êtes. Puis présentement, si vous êtes good avec ça, tant mieux. Mais si vous voulez plus, à un moment donné, il faut passer à la prochaine étape et arrêter d'être selfish puis se dire « Ah ben moi, je me sens pas bien, moi. » Pensez aux autres, faites du contenu pour aider les gens. Puis comment on peut aider réellement les gens, c'est dans votre service en one-on-one ou whatever, qu'est-ce que vous faites en service, parce que l'information est partout, mais les gens ne passent pas à l'action parce qu'ils sont pas redevables, ils se sentent pas accompagnés là-dedans. Donc, mon petit rant est fini, mais le personal brand, c'est super puissant. Numéro 16, soyez toujours en train de faire du marketing. Toujours. C'est une erreur que j'ai faite. J'ai slacké un peu dans les dernières années avec plein de changements qui se passaient, là, avec la fermeture de Quantum, avec les projets, comme plein d'affaires. J'ai baissé un petit peu mon niveau d'effort au niveau du marketing et j'ai vu la différence. Même si ça va moins bien, même si vous avez une tonne de clients présentement. Tu sais, on en a un membre dans le mastermind, il y a trop de leads présentement, il est pas capable de fournir, il a pas assez, au niveau de ses opérations, il est pas assez solide, ce qui est un bon problème, mais comme j'arrête-tu mes ads? Non, t'arrêtes jamais tes ads. Tout le temps, au fond. Juste à qualifier plus ton monde. Parce que faut pas oublier que le marketing, c'est du futur aussi. C'est des futurs clients dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, encore là, il y a seulement 3% des gens qui vont ils vont faire un achat comme on the spot. Ils t'apprennent à te connaître, le problème il est gros, c'est un bon fit, let's go, on y va, on le fait. Ça, c'est 3-4% du monde. Donc, toujours être en train de marketer. 17 sur le marketing d'influence, c'est tellement puissant. Je sais que présentement, il y a beaucoup de compagnies qui le font, surtout dans l'industrie du supplément. Le meilleur exemple au Québec, c'est Believe Suppléments, qui sont excellents à faire du marketing d'influence. Nous, on l'a fait dans le passé. On a fait avec... on a eu Mike Chabot, on a les gars de Gaboom Film, on a eu Phil Jones, on a eu Kat Bastien, on a eu... je me souviens plus qui d'autre. J'ai entraîné un gars, le chanteur Douglas Burns Red, qui est un band de metalcore que j'ai vu 25 fois en show et que je trippe. Mais ça, de vous affilier avec du monde que vous entraînez, qui promouvoit vos services, c'est ultra puissant. Parce que vous attirez plus que les gens vous découvrent à travers ces gens-là. Donc, il y a tellement d'influenceurs présentement sur Internet, puis ça me fait capoter qu'il n'y a pas plus de coachs qui prennent avantage d'aller écrire à ce monde-là, puis des coachés gratuitement en échange de 2 stories par semaine, puis ci, puis ça, puis whatever, quoi. Ah oui, c'est Marielle Trotti aussi qu'on avait à un moment donné. Puis tout ça, ce que ça a fait, c'est juste que ça nous a fait plus connaître la brand. Est-ce qu'on a closé du monde on the spot? Est-ce que c'était rapporté direct on the spot quand je coachais la personne one-on-one? Ben non. Sauf que ça a augmenté le nombre de followers, ça a augmenté le nombre de personnes qui nous connaissaient. Et là, éventuellement, avec le contenu, avec les autres affaires, ben là, on bâtit la relation avec les gens. Et finalement, ben, à un moment donné, c'est le bon moment. Et là, les gens vont acheter. Donc, marketing d'influence, c'est sous-utilisé présentement de ce que je vois. Tout le monde essaie de devenir viral sur TikTok, sur Instagram. Moi, recommencer du fitness demain matin, j'irai vraiment dans cette lignée-là. Un qui le fait super bien, Félix Daigle. Il entraîne plusieurs influenceurs, influenceuses. Donc, j'irai vraiment dans cette lignée-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du monde d'un 1 million de followers. Là. Même, nous, on avait eu quelqu'un qui avait 1 million de followers, puis j'avais du monde qui avait 40 000 followers, que c'était bien mieux qu'1 million. Mais si vous avez quelqu'un à 8-10 000 followers, puis vous en avez 300, là, merveilleux. C'est bien correct, là. Parce que vous avez beaucoup plus de chances que la personne accepte aussi. Numéro 19, tu progresses seulement sur ce que tu mesures. Au niveau des finances, au niveau des datas, au niveau de tous les départements de votre entreprise,
C'est super important de mesurer constamment les choses pour être sûr de savoir dans quelle direction ça s'en va. Est-ce qu'on est on track? Est-ce qu'on est off track? Que ça soit le succès client, les renouvellements, le churn. Et ce matin, on parlait avec des clients, puis c'est tellement le fun que quand on a un client qu'on travaille avec, exemple, ils sont stockés à environ 50 000 par mois dans leur business, puis là, on peut sortir leur dashboard, regarder, OK, ben là, on voit, là, ton taux de conversion, il est là, ton taux de lead, il est là, après ça, ton churn, il est à telle affaire, mais là, les décisions qu'on prend sont super, super, super simples. Donc, mesurez tout dans votre entreprise pour être sûr de bien progresser avec ça. Numéro 20, les finances, regardez ça à chaque semaine. La plus grande erreur que j'ai faite dans mon développement dans les 10 dernières années, c'est que je me suis pas assez attardé à me former en finance. Puis, ce n'est pas tant au niveau de la formation, mais c'est bien de regarder comme il faut mes finances. Parce que la majorité du temps, ce que je faisais, c'est qu'aux 3 mois, mon comptable m'envoyait comment ça allait, les pertes, les affaires, tout ça. OK, good, on est dans le positif, ça va bien, on a fait un gros mois là. Good, c'est parfait. Mais c'est tellement... on était tellement à retardement, parce que si je regardais 3 mois, ben je regardais le dernier 3 mois, ben là, j'étais en retard, si ça allait pas le mois 2, ben j'ai fait un mois que ça va pas bien, puis ainsi de suite, puis il y a vraiment une clarté, puis de la facilité, puis un meilleur contrôle si vous regardez vos finances à toutes les semaines. Moi, ce que je suggère à tout le monde, puisqu'on enseigne aussi dans ce qu'on fait en coaching, c'est chaque semaine, tu vas mettre tes différentes... les revenus d'où ils viennent, puis c'est quoi aussi, si c'est plus des paiements one-shot ou des revenus récurrents, parce que ça aussi, il ne faut pas oublier que si vous êtes tout en paiement one-shot, ça va affecter votre cash flow sur le long terme. Puis tous vos postes de dépenses, puis il y a combien de profits cette semaine-là, puis on fait à chaque semaine comme ça. Parce que, est-ce que ça sert à quoi de voir ça? Non, pas nécessairement, mais on est toujours en contrôle, puis on est tout le temps conscient de ce qui se passe. Oh là, il y a les payes la semaine prochaine. Oh là, il y a telle affaire. Puis on a tout le temps de nez dans nos finances. Puis ça prend une demi-heure à faire, lundi matin. Nous autres, on fait un meeting, une demi-heure, on regarde les affaires, on s'assure que tout est on track, on est où par rapport à l'objectif, ainsi de suite. Donc, finances chaque semaine. Et tout ça amène à de quoi que ça m'a pris trop de temps à prendre. Leçon 21, c'est que les décisions doivent être basées sur des datas et non des feelings. Trop souvent, j'étais comme « Ah, cette stratégie-là, elle fonctionne, on va en faire plus. » Ou « Cette stratégie-là, elle fonctionne pas, on va moins la faire. » Ou « J'ai l'impression que les gens aiment mieux ça dans le service. J'ai l'impression que le monde consomme pas telle affaire dans le service. » Tout ça, c'est bien beau. Mais si j'ai pas de data, je vais faire des moves qui vont peut-être être bons, mais peut-être pas. Donc, si on regarde, par exemple, ça me fait penser, on avait un client qui a une stratégie de publicité. La publicité, dans le fond, c'est qu'on fait une pub qui amène du trafic sur sa page Instagram. Sur sa page Instagram, il va leur écrire en privé. Après ça, ben, on calcule le nombre de visites sur le compte, le nombre de personnes qui s'abonnent, le nombre de DM qui sont envoyés, le nombre de conversations qui ont été générées. De ces conversations-là, le nombre d'appels de bouquets, de ces conversations-là, le nombre de show-up, puis de ces conversations-là, le nombre de closing. Puis on fait un retour sur investissement avec tout ça. Et là, quand on analysait ça, il était comme mon ad, j'ai pas l'impression qu'il va aussi bien qu'il allait. OK, on va voir. Coût par visite, optimal. Coût par follow, très bon. Coût par conversation, super bon. Mais là, quand venait le temps de regarder le nombre de conversations qu'il amenait en appel, ouf, là, c'est là qu'on avait un gros drop. Je me souviens plus c'est quoi les pourcentages, mais c'était assez bas. Et là, dans le fond, ben, aussi, le closing rate était moins bon. Puis là, ben, on s'est rendu compte, dans le fond, lui, il était habitué de closer en personne, puis en Zoom, il y a un petit peu plus de misère à connecter avec la personne. Ah, cool. Puis là, on part de le ads fonctionne pas, mais si on regarde les datas, il faut améliorer le setting, il faut améliorer le stage de connexion dans ton appel de vente. Good, on sait exactement sur quoi travailler dans le prochain trimestre, parce qu'on se base sur des datas plutôt que sur des feelings. Numéro 22, la productivité, c'est la clé. Et il y a un bon livre qui s'appelle Feel Good Productivity, qui parle que la productivité, ce n'est pas quelque chose de statique. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut... c'est pas genre, OK, là, je vais être productif, mais qu'il y a des choses qu'on peut faire pour se mettre dans un mode productif. Puis, ce que je me rends compte à travers le temps, c'est que j'ai différents settings de productivité. C'est-à-dire qu'exemple, que je veux faire des vidéos, ben moi, je suis... moi, dans le fond, un petit expresso, je pars ma cam, j'ai déjà mes scripts de montée, je peux filmer pendant 4-5 heures non-stop, m'a gonné ça back-à-back, ça va super bien. J'ai besoin d'être dans mon bureau, j'ai besoin d'être juste déjà prête, puis je gonne ça. Quand j'écris, mettons, mon bureau là, il est debout, je suis pas créatif, on dirait, quand j'écris debout,
dans mon bureau, on dirait que c'est weird. Je sais pas, j'ai de la misère. Moi, ce qui marche, c'est que je me mets de la musique de Geek Lo-Fi, c'est ma playlist sur Spotify. Puis, soit je vais m'asseoir dans mon salon avec ma musique, that's it, dans le salon, dans le sous-sol, ou je m'en vais dans un café. C'est les deux places que écrire, pour moi, ça va vraiment bien. Si j'ai besoin de faire des automatisations, tu sais, comme chaque affaire, il y a comme un peu un setting différent que pour moi, ça l'aide, avec certaines musiques, tout ça. Il y a des règles de base comme éteindre tes notifications sur ton cellulaire, mets ça sur le mode avion, assure-toi qu'il n'y a pas personne qui va rentrer dans ton bureau, blablabla, toutes ces affaires-là. Mais juste de comprendre qu'il y a des mécanismes qui font en sorte qu'on est motivé puis qu'on veut passer à l'action plutôt que là, il faut que je sois productif. Puis des fois, je me demande, quand j'ai tendance à procrastiner sur une affaire, je me demande, est-ce que c'est que je sais pas comment faire? Est-ce que je ne sais pas par où commencer? Ou est-ce que je sais pas quoi faire? Et souvent, c'est une de ces trois affaires-là. Par exemple, je dois écrire un email, mais j'ai pas d'idée, dans le fond. C'est pour ça que je suis là devant la page blanche. Là, je suis comme, m'allez voir s'il y a des leads sur Instagram, m'allez voir telle affaire. Mais en fait, c'est pourquoi? Parce que j'ai pas d'idée. Fait que comment on crée des idées? Ah, good. La meilleure façon de créer des idées, il y a des idées passives puis il y a des idées actives. Comment on trouve des idées actives? On va aller voir des exemples. Fait que là, je t'abonne à un paquet d'infolettes dans une de mes boîtes de courriel qui sert juste à ça. Je m'abonne juste à un shit ton d'affaires. Fait que là, je vais voir, ça c'est un bon sujet. Ok, good. Je pars avec ma première idée puis là on décolle. Poup, 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 poup. Donc, il y a des processus de productivité que vous devrez analyser comment vous êtes productif, les moments que vous êtes plus productif, c'est quoi l'environnement qui vous rend productif et de maximiser ça au fond. Numéro 23, les high income skills. Marketing, vente, copywriting, public speaking, leadership, c'est des compétences clés que dans votre vie, peu importe ce que vous allez faire, va vous permettre de bien vivre votre vie. Moi, j'ai la forte conviction présentement, demain matin, il m'arrive une affaire et quelqu'un achète notre compagnie. Puis, je me retrouve que j'ai plus de compagnie, j'ai vendu. Ben, demain matin, je m'en vais faire du marketing n'importe où, je sais que je peux aider n'importe quelle compagnie de service. Genre, j'ai aucun problème avec ça parce que j'ai des compétences que des high income skills. C'est sûr que je peux aider des business. Je suis convaincu de ça parce que j'ai bâti des compétences clés. Donc, ces compétences-là, vous devriez les bâtir dans votre entreprise. Vous vous assurez que vous vous améliorez là-dedans. Par exemple, la vente, moi, je suis pas un master closer. Mais, je suis capable de faire de la vente. Je suis pas un master copywriter non plus. Malgré que je pense que je suis meilleur en copywriting qu'en vente. Mais je vais en faire quand même. Je suis pas un master manager, ça c'est pas nécessairement ma force, mais je suis capable d'en faire pareil. C'est toutes des skills qu'il faut que vous développiez si vous voulez que votre business se développe. Donc juste de garder ça tout le temps en tête, c'est tellement important. Numéro 24, on va rentrer plus dans les affaires personnelles, l'importance de votre entourage. Avant, là, 7-8 ans, je disais, ben, tu sais, t'es la somme des 5 personnes que tu t'entoures, tu dois couper les ponts avec certaines personnes. Puis j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule là-dessus parce que c'est pas vrai que tu devrais couper les ponts avec tout le monde, que... Il y en a que oui, mais il y en a que si t'as du monde qui t'encourage pas dans ton processus, mais c'est peut-être intéressant d'aller comprendre pourquoi ils t'encouragent pas. Ça se peut que tu leur as juste pas prouvé que t'étais capable de faire quelque chose, puis que t'as tout le temps lâché tout dans ta vie, puis que là, t'es comme, tu leur dis, hey, là, je me lance à mon compte, je me lance aux affaires, puis la personne est comme, t'es sûr? Puis t'es comme, hey, tu briseras pas mes rêves, puis t'es pas une personne positive. Ben non, la personne, elle care pour toi, puis t'as tout le temps tout lâché dans ta vie. Puis c'est correct. Faut juste pas se dire, ben à cause de ça, je vais briser ma relation. Puis l'entourage est ultra, ultra important. Puis vous devriez vous entourer du monde qui vous comprenne, puis qui vous amène à devenir des meilleures personnes. Mais c'est pas vrai que tu dois couper tout le monde de ta vie qui te supportent pas à 100%. Parce que c'est pas leur job de ton entourage de te dire « Hey, let's go, le gros, t'es capable, tout ça. » Ben non. Tu vas avoir du monde qui va être là quand ça va bien aller, du monde qui va être là quand ça va moins bien aller. Puis t'as du monde aussi, mettons que... Puis c'est de quoi que si vous avez écouté le podcast avec Craig Ballantyne, c'est que lui, il a des amis que il va faire du hiking avec un samedi matin. C'est pas des entrepreneurs, c'est pas des mindsets de malades. Il s'en va brosser le samedi soir sûrement avec d'autres chums. Mais... il y a une belle relation avec cette personne-là, il aime la personne, puis il va passer du temps à faire quelque chose de le fun ensemble. Puis c'est la même affaire que, mettons que vous avez un groupe de gaming, on va dire, de jeux vidéo. Ben, peut-être qu'une fois par mois, vous pouvez prendre 2 heures pour parler avec ce monde-là, mais c'est sûr que si vous le faites à tous les jours, puis que tout le monde chante, tout ça, c'est sûr que c'est pas bon. Puis après ça, je me dis tout le temps, si j'ai une discussion que les gens sont négatifs, je me dis comment je peux être un vecteur de changement dans la discussion. C'est-à-dire quelqu'un qui commence, c'est pas facile, telle affaire, ben juste essayer de tourner ça au positif, puis d'amener la discussion ailleurs.
Parce que vous avez le contrôle. Le leadership, c'est le problème, le leadership, c'est la solution. Pourquoi pas amener la personne à changer de comportement puis l'amener à devenir meilleur plutôt que de se dire moi, je veux juste du monde qui sont positifs qui ont des bons mindsets dans ma vie. Ouais, mais ça se peut que ton frère ou ton père ou ta mère, whatever, soit pas de même, ou ta blonde même. Mais comment toi, tu peux être un vecteur de changement? Fait que, oui, c'est important, l'entourage, super important, mais oubliez pas que vous êtes un vecteur de changement positif dans la vie des gens puis vous pouvez l'être dans votre entourage. Numéro 25, nourris ta relation. Ça va faire 11 ans que j'étais avec ma fiancée maintenant. On s'est fiancés au mois de novembre. Et j'ai mis parfois notre relation de côté. Puis ce que j'ai réalisé dans les dernières années, c'est que de pas nourrir ma relation, ça affectait notre relation. Puis ça affectait aussi moi comment je me sentais. Fait que mon énergie puis mon mindset. Puis ça nuisait à la business. Fait que en travaillant plus et en mettant plus d'attention sur la business, je me nuisais d'un sens de l'autre bord à ma business. T'sais. Puis, je pense que c'est important que si vous avez du monde autour de vous qui vous supporte, c'est important de prendre du temps avec eux autres. Puis, ce n'est pas une question de quantité de temps, c'est une question de qualité de temps. Parce que, à un moment donné, ma blonde a eu un talk avec moi qui était comme j'aimerais ça que tu sois plus là. Les soirs, les week-ends et tout ça. J'étais comme parfait. Mais que j'avais dans mes mains non-stop, c'était mon cellulaire pour répondre à des clients pis ci pis ça. Puis à un moment donné, t'es comme, tu sais, t'es pas là, dans le fond. T'es là, mais t'es pas là. Va dans ton bureau tant qu'à ça travailler. T'sais. Puis ça a été quand même un wake-up call de dire, est-ce que je suis obligé d'être là 4-5 heures à tous les soirs, non-stop, tout le temps? Peut-être pas. Mais si je suis là 2 heures, mais présent à 100%, que je joue pas à mon cellulaire, là, ça va faire en sorte qu'on va bâtir notre relation ensemble puis qu'on va nourrir notre relation. Donc, je suis loin de là d'être un expert en relation, mais moi, c'est mes apprentissages que j'ai eus. Puis je pense que ça prend aussi un certain type de personnalité pour pouvoir vivre avec des entrepreneurs. Puis je pense qu'il faut que les attentes soient claires dès le début. Le plan de match, du sens que comme vous travaillez plus que la moyenne, vous pensez constamment à ça, vous vous réveillez le matin, vous pensez à ça, vous vous couchez le soir, vous pensez à ça, vous vous réveillez dans la nuit en pensant à ça. Je suis convaincu qu'il y en a qui vont se reconnaître que des fois je suis en train de lire relax dans mon lit puis là je suis comme si je prends mon sel, m'envoie un message pour demain matin. Au moins c'est sorti de ma tête. Donc c'est constamment là. Donc il faut que la personne qui est conjointe dans votre vie, faut qu'elle comprenne cette réalité-là, qu'elle l'accepte. Puis je pense pas que vous avez besoin d'un cheerleader parce que si vous voulez quelqu'un qui est tout le temps en train de vous hey, let's go, t'es capable, t'es bon. Je pense pas que c'est sain nécessairement de vouloir ça. Je pense que vous avez besoin de vous botter le cul vous-même, mais ça c'est une autre discussion. Mais bref, je pense que c'est mettre des attentes au clair. Numéro 26, ça va dans les un peu avec ça, c'est les 5 langages de l'amour. Puis il y a aussi les 5 langages d'appréciation au travail. Et c'est de comprendre que on a tendance à aimer comme on voudrait être aimé. Et c'est de quoi que j'ai appris et que je vous partage aujourd'hui parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est le succès, en fait, c'est multifactoriel. C'est moi, je ne sentirais pas d'avoir du succès si je suis pas capable de maintenir une relation personnelle ou que je suis pas capable d'avoir une vie personnelle où je suis tout le temps complètement brûlé, mais je fais full de cash. Pour moi, c'est vraiment un mix de tout ça. Et les relations passent par nourrir cette relation-là, mais de quoi que moi qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire sur ça les 5 langages d'amour que moi j'avais tendance à aimer comme je voulais être aimé. Puis ma blonde, à un moment donné, on a parlé de ça, puis on a discuté, puis je me suis rendu compte, elle, par exemple, pour elle, les services, l'acte de service, c'est quelque chose qu'elle, ça y fait plaisir. Puis c'est de quoi j'ai vraiment pas tendance à faire, parce que pour moi, c'est pas un gage nécessairement d'amour. Fait que je faisais pas ça, mais là je le fais de plus en plus, puis je m'efforce de faire ça. Tantôt son lavage était dans la laveuse, elle est en train d'endormir Clara en haut, j'ai sorti son lavage, j'ai mis les affaires, j'ai fait ça m'a pris 5 minutes, mais pour elle, elle va être contente de faire ça. Puis ça, je trouve que c'est un livre intéressant ou des vidéos YouTube, mais elle m'a en fait aussi au travail, parce que encore là, si vous êtes comme hey, je vais acheter plein d'affaires au monde, ils vont être contents, ils vont fermer leur gueule. C'est déjà de quoi j'ai entendu. Sérieusement, c'est peut-être pas ça qu'ils vont apprécier, c'est peut-être plus du temps. Tu sais, quand on avait une grosse équipe, je me suis rendu compte de ça, que le monde, dans le fond, il voulait juste passer plus de temps ensemble, puis à un moment donné, on avait fait on avait fait venir du Five Guys, puis on avait mis des tables à pique-nique dans le gym, puis on avait mangé du Five Guys, puis on avait joué il y avait une table de poker, on avait joué à des jeux de société, on avait juste comme passé du temps, ça avait coûté
rien, tu sais. Puis, une année, j'ai loué un chalet qui a coûté 12 000 pour 3 jours, tu sais. Fait que, mais comme, ça qu'ils voulaient, c'était-tu besoin de ça, tu sais, c'est le fun, mais, fait que je trouve que c'est un bon concept à apprendre. Numéro 27, surf la bonne vague. Peut-être que vous m'avez déjà entendu parler de mon histoire de vague, mon histoire de surf. Il y a quelques années, je m'en vais en Californie avec un de mes amis. On s'en va, je m'en allais voir Better Schoolian dans ce temps-là. Il y avait des conférences aussi que j'allais voir et tout ça. Puis, on a une couple de jours de congé. On s'est entraîné aussi avec des coachs de pro bodybuilder. Peut-être, mais ça, c'est un autre. J'ai fait un podcast là-dessus. Vous irez écouter ça. Et là, ben, on est assis sur le bord de la plage, puis je suis comme, qu'est-ce que j'aimerais ça faire du surf, j'ai jamais fait du surf, j'ai fait du snow toute ma vie, j'aimerais ça faire du surf. Fait que là, je m'en vais sur Airbnb, expérience, good, des cours, on fait ça un cours, yes sûr, on se book un cours le lendemain matin. On arrive là, fait que là, moi je me dis, ben ça ressemble au snow, là, ça devrait pas être trop compliqué, j'ai fait du skate quand j'étais jeune aussi, mon ami aussi fait du skate longtemps. Fait que là, on arrive là, puis là, dans le fond, il nous explique tout comment on part, on monte ces vagues, ces affaires-là. Là, j'essaye de monter sa planche, je suis pas capable, c'est bien plus compliqué que je pensais. Puis après une demi-heure, je suis brûlé tête. Puis là, ben, je trouve ça intéressant de parler. Je me dis, c'est comment ça que la personne, là, le gars a peut-être 40 ans, il est prof de surf, c'est quoi son histoire? Fait que là, je commence à jaser avec. Et là, dans le fond, à un moment donné, je dis, ben toi, quand tu vas surfer, c'est combien de temps tu vas surfer? Il dit, 3-4 heures quand je pars. 3-4 heures? J'ai une demi-heure, je suis brûlé tête. Là, il me dit, ben le problème, c'est parce que tu essaies de prendre toutes les vagues. Puis ça fait en sorte que ben, tu te brûles super rapidement. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes de voir la bonne vague arriver, d'analyser la vague, puis de surfer les vagues qui ont plus de potentiel de te faire surfer. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai appris sur le surf, mais je me suis dit, waouh, c'est tellement comme dans l'entrepreneuriat. Parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'essayais de surfer toutes les vagues entrepreneuriales possibles, toutes les opportunités que j'avais, j'essayais de tout faire. Et ce qui faisait en sorte que ben, je me brûlais mes ressources d'énergie puis de temps. Et ça m'a appris à être capable d'analyser plus avant de prendre une décision. De prendre un pas de recul, parce que moi j'ai tendance à prendre des décisions trop vite. Ben, vite, je pense que c'est une force, mais ça m'a appris à prendre un peu plus de recul puis m'assurer, est-ce que cette opportunité-là va m'amener vers mon objectif de 10 ans, vers mon objectif de 3 ans? Est-ce que je suis en ligne avec mes valeurs, ma vision, ainsi de suite? Numéro 28, en 2022, j'ai fait partie d'un mastermind qui s'appelle Black Belt avec Taki Moore qui a il y a eu tellement de gros noms qui ont passé dans ce mastermind-là. Dan Martell, Ryan Dice, bref, il y en a une tonne. Puis, ce qu'il disait à un moment donné, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont du succès qui arrive dans ce coaching-là, puis qu'ils ont 2-3 business. Puis il dit, you can't ride 2 horses with 1 ass. Fait que tu peux pas chevaucher 2 chevals avec un seul fessier. Donc, puis à ce moment-là, ben, j'avais 3 business. Puis j'essayais de tout scaler en même temps, puis ça l'avait scalé, mais... Puis je me souviens que j'ai fait 1 an avec eux autres, puis j'ai pas pu être à fond dans le programme, puis de tout faire les affaires, puis j'ai pas pu aller à tous les événements qu'il y avait, puis tout ça. Mais c'est quoi qu'ils répétaient constamment, puis j'étais comme, ben, je suis capable de faire les 3 en même temps, moi, blablabla. Puis ben, je pense qu'il avait raison, parce qu'il y en a vu d'autres. C'est un gars qui a 50 ans, puis il coach des business depuis ces 20 dernières années. Puis, ben, à cette heure, ben, je le comprends. Je comprends que faut qu'il y ait un méchant bon écosystème pour pouvoir rouler 2 business ensemble. Moi, personnellement, je sais plus de quoi que j'ai goût de faire présentement, mais you do you, mais moi, c'est mon apprentissage que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, on a plus de succès client, c'est plus le fun d'avoir un seul focus. 29, tu peux changer ton mindset instantanément. Donc, disons que je vous raconte l'histoire la plus triste que vous avez entendue de toute votre vie. Clairement, ça va affecter comment vous allez vivre le moment présent. Puis après ça se peut que je te dis de quoi qui te touche vraiment, mais là, ça va te trotter dans la tête tout l'après-midi, puis là, tu vas te dire, Colin, c'est pas là. Ça va changer instantanément ton mindset. L'affaire, c'est qu'on peut le faire aussi de façon positive. Puis, des fois, soit que je suis stressé, ou que je suis fâché, ou que je suis déçu, whatever quelle émotion qu'on va dicter plus négative, mais que c'est juste des émotions, mais ça, c'est une autre discussion. Souvent, qu'est-ce qui est considéré comme une émotion négative, ben, on a tendance à vouloir l'enlever le plus rapidement possible. Puis il y a une question de, oui, il faut vivre l'émotion, mais
Je pense que si on la laisse vivre trop longtemps, ben ça sert pas à grand-chose de plus. T'as le droit d'être fâché, mais j'ai le droit de décider aussi combien de temps vous allez être fâché. Fait que des fois, ce que je fais, c'est super niaiseux. Je vous invite à le faire. Vous allez sourire le plus possible, ok? Puis vous allez juste rire à voix haute. Puis des fois, je le fais, puis je suis comme, c'est tellement cave. Puis tout de suite, ça m'a comme juste remis un peu dans un bon mood. Pas en fou, mais au moins, je passe en crise à 10 sur 10 à un 4 sur 10. Ah, c'est pas si grave, là, tu sais, c'est niaiseux de même, ou d'écouter un Reels de Mike Ward sous écoute. Quelque chose qui vous fait rire, mettons. Mais c'est fou comment on a la capacité de changer vite notre mindset, notre état d'âme, en fait. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est quoi que j'ai développé à travers le temps, puis que des fois j'oublie, puis je me le remémore quand je vais pas bien. Je suis comme, quand je vais pas bien, quand que je vis des fois des affaires plus tough ou plus stressants, mais juste que comme on a le pouvoir de changer notre état d'âme assez rapidement. Numéro 30, la puissance d'être seul. Je crois qu'on est dans une génération qui a constamment été sollicitée par les réseaux sociaux, il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps quelque chose. Puis une des choses qui m'a le plus aidé à réfléchir dans les dernières années, c'est de m'en aller tout seul. Je suis parti 10 jours dans l'Ouest canadien tout seul, puis je dormais dans des hostels parce que m'en fous d'où je dors, puis j'aime mieux mettre le cash d'autres affaires. Puis je parlais à personne, je voulais pas parler à personne, je voulais juste être tout seul dans mes affaires. Puis j'ai eu tellement de bonnes prises de conscience, puis de réflexion, puis tout ça, quand t'as pas de cellulaire, t'as pas rien, t'es tout seul dans tes affaires. Puis je pense que ça fait peur à beaucoup, beaucoup de monde. Mais moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a grandement aidé. Puis autant d'aller juste prendre une marche tout seul dans le bois, puis tu sais, à cette heure, mettons, vous avez des enfants, ben moi, j'amène ma fille dans le pack-sac en arrière. Puis je pars, ben tu sais, elle a 2 ans et quelques, elle jase un peu, mais tu sais, je suis quand même tout seul, pas en train de jaser non-stop, puis juste d'être seul, pas de podcast, pas rien des oreilles, pas de stimulation, il y a de quoi de puissant de juste penser à tes objectifs, penser peut-être aux défis que tu vis présentement dans ta vie personnelle ou professionnelle, puis juste de prendre le temps de penser à ces affaires-là. Pour moi, ça a été un gros apprentissage que là, en étant père, ben c'est moins souvent. Je vais pas partir 10 jours tout seul puis laisser ma blonde avec ma fille. Mais je vais quand même prendre des petits moments tout seul dans la semaine pour pouvoir faire de la réflexion un petit peu. Numéro 31. Tout est une question de persévérance puis de constance. Si vous voulez avoir du succès, on dirait qu'à ça, je me dis, il n'y a rien qui se passe en bas de 5 ans. Pour bâtir de quoi de solide, là, 5 ans de constance dans les actions massives, constamment, puis de persévérer à travers ça. Par contre, il y a une différence entre être persévérant puis être un peu... je me souviens plus le terme exact, mais persévérer, c'est que on s'en va dans la bonne direction, mais il y a un autre terme qui est comme je continue à me taper la tête dans le mur parce que je suis comme non, je vais casser le mur avec ma tête. Et c'est ce qui m'est arrivé dans les 2 dernières années. Je voulais pas laisser aller le gym puis le coaching, mais dans le fond, c'était pas de la persévérance parce que j'étais plus allumé par ça, puis je me cognais littéralement la tête dans le mur, puis j'étais comme pourquoi le mur qui tombe pas, tu sais. Et ça m'a appris beaucoup j'ai tendance à jamais laisser tomber rien que je commence. Ben, c'est pas vrai. Parce que avant, je laissais tout tomber ce que je faisais. Fait qu'on dirait qu'il y a comme un mindset qui est comme quand je commence de quoi, je veux vraiment le finir. Je veux vraiment le faire au complet. Mais tu sais, il y a des affaires que c'est pas grave de laisser tomber. Puis souvent, on a peur du jugement du monde, mais tu sais, ultimement, c'est ta vie, puis tu fais ce que tu veux. Fait que la ligne est mince, je trouve, des fois, à dire est-ce que c'est juste que c'est dur, j'ai pas les compétences, j'ai pas le bon mindset, j'ai pas la bonne façon de faire, puis je dois continuer, ou je suis vraiment pas dans la bonne direction, puis je me sens pas aligné. Fait que je trouve que la ligne est un peu mince, puis qu'on doit, je pense, plus on se connaît, plus qu'on est capable de faire une réflexion sur est-ce que c'est parce que je me sens pas aligné, ou est-ce parce que je trouve ça dur présentement. Puis c'est normal de trouver ça dur quand tu franchis des barrières, des choses qui sont inconnues pour toi. Ensuite, 32, ça va un peu avec ça, c'est l'art de laisser aller. Il y a un excellent livre, je pense, qui s'appelle exactement ça, l'art de laisser aller. Puis je pense que ça va avec mon autre point, en fait, le point numéro 33. Ils vont ensemble parce que laisser aller, c'est de vivre des micro-deuils. Et dans notre vie, on vit tous des micro-deuils, puis je pense que autant les micro-deuils que les énormes deuils dans notre vie, je pense qu'on vit quand même le même cycle et qu'on doit vivre le même cycle.
Parce que laisser aller, quand que, je me souviens, en 2017, il y a une fille que j'ai amenée à faire des compétitions de bikini qu'elle a décidé d'aller avec un autre coach. Puis je me souviens que quand elle m'a écrit ça, j'étais tellement blessé. Puis j'ai tellement pris personnel. Je me souviens, dans la nuit, je me suis réveillé, puis je filais pas bien. Puis j'étais comme, c'est quoi j'ai fait, pour... Puis j'ai tellement... Mais j'avais de la misère à laisser aller, tu sais. Je le prenais personnel parce que ça me faisait sentir pas bon, puis ainsi de suite, là, whatever, là, ça, c'est des affaires que j'ai travaillé dessus aussi à travers le temps. Mais je me suis rendu compte à travers le temps que ces affaires-là, autant laisser aller un employé, mettre quelqu'un dehors, quelqu'un qui s'en va, te faire trahir, te faire backstabber, te faire promettre des affaires qui arrivent pas, comme... Il y a constamment des affaires que le monde va faire dans leur intérêt. Tu sais, ils sont pas malveillants nécessairement. Tu sais, je veux dire, ça fait pas avec ton coach, je trouve que t'as pas un bon service, puis tu décides de t'en aller, je veux dire, t'as tous les droits de faire ça. Mais, de mon côté, ce que j'ai appris, c'est l'art de laisser aller, puis de créer des micro-deuils rapidement. De dire comme, ok, présentement, là, je me sens de même parce que je suis fâché. Pourquoi je suis fâché? Parce que être fâché, c'est pas vraiment une émotion. Ben, ok, ben je me sens trahi. Ok, pourquoi je me sens trahi? Pour telle raison. Ok, good, je comprends. Fait que dans le fond, je vais l'accepter. Fait que c'est ma première étape. Fait que ça plus, mettons, dépend c'est quoi. Ben, mettons, avec du staff ou des affaires qui sont arrivées, ben, des fois, ça m'a pris une bonne semaine de digérer les affaires, là, des fois un petit peu plus. Comme des affaires qui ont été longues à digérer. Aujourd'hui. Fait que pour moi, avec le staff, ben, il y a des affaires qui ont été plus longues à digérer. T'sais. Mais il faut comprendre qu'il y a quand même les étapes du deuil qui doivent se passer, puis de tomber dans c'est correct, j'ai appris de ça, puis on passe à la prochaine étape. Le 34e point, c'est le scam du développement personnel et de la positivité. Mais là, j'ai parlé d'être positif, j'ai parlé de développement personnel. Fait que là, c'est comme weird un peu. Mais je pense qu'à un moment donné, j'étais tombé dans une roue où est-ce que je me disais, faut que tout aille tout le temps bien. Faut tout le temps que je sois à 100%. Faut tout le temps que je sois positif. Faut tout le temps. Puis ce qui arrive, c'est que je pense que ce qui est arrivé, c'est que je créais beaucoup de l'évitement de situation. Ça va bien, non, tout le monde va bien, tout mon staff va bien, tous les clients vont bien, tout ça. C'était pas vrai, mais je voulais juste être positif dans mes affaires, mais j'adressais pas les trucs, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment un mindset que j'avais développé de ça, de trop de positivité toxique, là, je pense que c'est un terme qu'il y a du monde qui utilise présentement. Puis je suis all-in pour la positivité, puis je me considère comme quelqu'un de très positif, tout le temps axé sur les solutions, puis comment on peut faire mieux, comment on peut avancer. Mais c'est correct de vivre des émotions qui sont plus négatives. Puis je pense que c'est correct des fois de vivre de la négativité. C'est juste que faut pas que ça reste. C'est ça comme un peu que j'ai compris, parce que je pense que faut vivre des émotions, parce que je pense que là tu refoules ça, puis là ben je pense qu'il n'y a rien de bon qui en sort de ça. À un moment donné, tu pètes un plomb à quelqu'un, ou comme tu vas dans des vices pour aller cacher ça, puis je pense pas qu'il y a rien de bon là-dedans. Pas un pro de ça, mais sauf que on décide combien de temps qu'on vit ça. Là, fait que c'est un peu là la fine ligne que j'ai appris, parce que, mettons, quelqu'un de mon entourage vivait quelque chose qui était un peu plus négatif, qui comme quelqu'un qui avait des douleurs, des affaires, puis j'ai tellement mal, ça fait des mois que ça dure, puis j'étais comme, sois positif, c'est une question de mindset, si tu penses que ça va bien aller, puis t'es comme, tu sais, à un moment donné, c'est ta jambe cassée, comme, ça fait mal, tu sais, puis t'as le droit d'avoir mal, puis c'est correct, mais après ça, tu te plains dessus, tu sais, la ligne est mince dans ces affaires-là, mais c'est juste de quoi que, on dirait, j'ai réalisé dans les dernières années que, comme, faut faire, c'est une fine ligne, toute cette question de développement personnel-là, puis positivité. Et numéro 35, pour terminer mes 35 leçons de mes 35 années sur cette terre, level 35, c'est d'apprécier le chemin parcouru et d'apprécier tous les petits moments, toutes les personnes que vous aidez, tout ça. Je vais sonner comme un vieux, mais ça passe tellement vite. Puis il y a tellement d'affaires que quand j'étais dans la situation, j'étais comme, c'est tellement de la merde. C'est tellement pas le fun. Puis toutes ces affaires-là, mais avec le recul, je suis comme, hey, ça m'a tellement appris, ces affaires-là. Puis ça m'a tellement forgé. Puis ça m'a tellement aidé à gagner de la maturité entrepreneuriale, la maturité personnelle. Et je pense qu'il faut apprécier toutes les étapes. Puis je me le remémore des fois quand il y a des bouts plus tough ou plus stressants, d'être comme, je vais raconter cette histoire-là à un moment donné. Puis je vais m'en rappeler comme je me rappelle de
un moment donné, en décembre, on a mis un coach dehors, puis il y a 2 coachs qui sont partis en janvier, puis on a perdu 100 clients one shot. Je me rappelle de ce moment-là à quel point je capotais, puis j'étais comme, ok, là, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis comme, on s'en est sorti, ça a fait bien été, on a récupéré les clients, puis tout a bien été. Mais je sais que là, présentement, des fois, pas là, je vis rien qui ressemble à ça, mais je sais que je vais vivre d'autres affaires dans le futur que je vais voir aussi intense que ça. Puis je vais juste besoin de me rappeler de dire comme, hey, dans ce temps-là, je capotais, mais dans 6 mois, ça va être différent. Fait que, appréciez le chemin, appréciez les étapes. Peu importe vous êtes où dans votre développement, que vous êtes en mode startup, que vous êtes en mode d'engager vos premières personnes avec vous, de scaler, de vivre des problèmes de gestion, de développement. Comme tout ça, c'est le fun. Ça fait partie du jeu. Toutes les étapes de développement d'une entreprise, de développement personnel à travers ça. On est tellement, tellement chanceux d'être au Québec, en France, dans des pays développés, de pouvoir avoir l'opportunité d'être à son compte, de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir une business avec le online, d'avoir autant d'informations partout sur Internet. On est vraiment d'une belle position, je trouve. Fait que c'était mes leçons d'apprécier le chemin. Donc, merci de m'avoir écouté pour 1h05. Ça a été plus long que d'habitude, mais en espérant que ça puisse vous aider à appliquer ça dans votre vie. Donc, merci d'avoir écouté. Si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Faites la petite cloche pour ne rien manquer. Et si vous écoutez sur Spotify, 5 étoiles et tout le kit, vous savez comment ça marche. Donc, merci de votre écoute, puis on se parle bientôt. Bye!